السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Je voudrais commencer par des remerciements. D'abord, remercier le WARC, le West African Research Center, d'avoir bien voulu héberger cette cérémonie de dédicace. Et comme le professeur Sen l'a dit, nous collaborons étroitement depuis plusieurs années. Et chaque année, sauf la période du Covid où on n'a pas pu le faire, je viens ici avec mes étudiants qui sont inscrits dans notre université et qui viennent ici pour suivre les cours et qui reçoivent une note. Et le WARC nous donne un appui logistique extraordinaire. Et notre cours a toujours été noté a reçu les meilleures notes, 4,7 sur 5, qui dépassent largement la moyenne, n'est-ce pas, à l'université. Donc, merci beaucoup, M. Sen, pour tout cet appui logistique, car sans quoi je n'aurais pas pu faire ça. Et à chaque fois qu'on a publié un nouveau livre, il nous a fait l'honneur d'organiser une cérémonie de dédicace sans nous demander rien, gratuitement, et même en offrant l'eau. Alors donc, merci M. Sen. Merci aussi pour tous ceux qui sont, et tous ceux et toutes celles qui sont venus, car il fait chaud. Certains donc pouvaient être à leur lieu de travail, elles se sont excusées pour venir. Et donc, je vous remercie tous vraiment énormément. Merci pour les membres de la famille. Il y a mes neveux, mes nièces, mes sœurs, mes frères qui sont là. Je vous dis merci à vous tous. Merci, éminents collègues, les professeurs qui sont là de l'Université de Dakar et venus de France. Donc, je ne vais pas citer de nom. Mais en tout cas, je suis très touché par votre présence. Et je voudrais aussi remercier notre épouse Khadijatou Fall et notre fille Maïmouna. Levez-vous, s'il vous plaît, qu'on vous voit. Car toutes les conférences que j'ai organisées, c'était elle qui était responsable de toute la logistique et de nourrir les gens. Et c'est vraiment ni une ni deux, mais beaucoup de conférences. Et tous les vendredis, n'est-ce pas, on reçoit des dizaines de personnes chez nous, tous les étudiants musulmans, et c'est elle et Maïmouna qui sont derrière. Donc vraiment, merci à Boston. Donc tout le monde les connaît, y compris certains membres de notre communauté qui sont là. Merci à vous tous. Et donc c'est à elle que ce livre est dédié, à Khadijatou Fall et Maïmouna Kane. Alors, merci. Donc, lorsque je faisais ma thèse sur l'étude de l'islam en Afrique, c'était dans les années 80, et à l'époque, ce champ était vraiment un champ à défricher, qui n'était pas aussi bien connu. Et mon ami et collègue, l'ambassadeur de Turquie, était doctorant avec moi en France, Ahmed Kavas, qui est là. Et donc, donc à l'époque, notre champ d'étude était un champ négligé, qu'on ne reconnaissait pas, mais depuis, beaucoup de recherche, n'est-ce pas, une masse énorme de recherche a été produite, et ce champ est devenu vraiment un champ de recherche reconnu, et des chercheurs talentueux ont produit beaucoup de mémoires, de thèses, n'est-ce pas, de livres qui, n'est-ce pas, ont permis d'évaluer donc à sa juste valeur l'érudition africaine. Et je crois que Serigne Mansour Sy Djamil vient d'arriver. Ousmane, si je ne me trompe pas, c'est bien lui, n'est-ce pas? Donc, qui devait être, qui avait promis d'être présent. Alors, mais pourquoi ce livre? C'était ça a commencé par une série de conférences que j'ai organisées pour faire le point sur l'état d'évolution de la recherche sur l'érudition islamique, identifier les forces, mais aussi les thèmes qui méritaient d'être explorés, des thèmes qui méritaient d'être explorés dans cette recherche. Et donc,
les groupes de recherche qui ont contribué à ce livre ou à la production de ce livre se sont posés un certain nombre de questions. La première question était de savoir si les Africains de l'Ouest et du Sud du Sahara en général étaient des contributeurs à part entière à la production du savoir islamique ou s'ils étaient comme une certaine division du travail les a présentés comme participants au monde musulman périphérique. Ça, c'est une première question. Et nous pensions que la recherche n'avait pas vraiment bien répondu à cette question. Donc, la deuxième question, c'est quel est le rapport de la textualité et l'oralité dans l'étude de l'érudition islamique. Et la troisième question, c'est est-ce que le adjami, ou le caractère arabe utilisé pour transcrire les langues africaines, est-ce que la littérature en adjami est juste une littérature de base, d'initiation, de vulgarisation des savoirs islamiques, ou est-ce qu'il existe une production ajami, n'est-ce pas, de haute érudition? Et la quatrième question, donc, dans quelle mesure est-ce que l'étude de l'érudition islamique pouvait contribuer, n'est-ce pas, à faire reculer les frontières des sciences sociales et aussi à la pensée décoloniale. Donc voilà les questions que nous avons essayé d'approfondir dans le cadre de ces groupes de recherche et je vais donc donner quelques éléments de réponse en commençant par la première question. Les Africains subsahariens sont-ils des contributeurs à part entière, n'est-ce pas, au savoir islamique? Et la réponse à cette question est absolument oui. Depuis des siècles et des siècles, n'est-ce pas, ils ont contribué au savoir islamique, à tous les domaines du savoir islamique, et nous avons vraiment beaucoup de sommités, n'est-ce pas, qui ont été formés ici en Afrique et qui sont devenus, n'est-ce pas, qui sont allés dans le monde arabe où ils étaient des grands maîtres. Et il y a quelques exemples qui sont fournis dans le livre, y compris Al-Kathinawi, Mohamed Al-Kathinawi, comme l'a expliqué Pendembo, qui a été formé au Nord-Nigeria, au Katsina, puis après qui est allé à la Mecque et Médine et a produit un ouvrage de référence en matière d'astronomie. Donc, nous avons aussi un autre exemple qui est cité dans le livre, qui est celui de Cheikh Omar Foutiyou Tall, que nous connaissons, mais sans vraiment le connaître. Car Cheikh Omar Foutiyou Tall, sa carrière d'intellectuel, c'est 55 ans pendant lesquels il a voyagé, il a écrit, il a produit énormément. Sa carrière politique est beaucoup plus courte, à peu près une quinzaine d'années, mais l'essentiel de ce qui est écrit sur Cheikh Omar Foutiyou Tall, n'est-ce pas, c'est sa carrière politique, parce qu'il a fait mener cette révolution, créer un État islamique, un des plus grands États islamiques, n'est-ce pas, du Soudan occidental. Donc, ce qui est important, mais on connaît moins sa contribution intellectuelle. Senghor, par exemple, on sait que c'était un homme politique, mais c'était aussi un homme de lettres. Mais cette partie donc, de l'histoire de Cheikh Omar Foutiyou Tall est moins connue, en tout cas dans la littérature produite en langue occidentale. S'il y a un seul livre qui vraiment fait justice à Cheikh Omar Foutiyou Tall dans sa complexité, c'est-à-dire les deux versants, à la fois intellectuel et politique, c'est le livre de Thierno Mountaga Tall, intitulé Al-Jawahir wa Durar fi Hayat Haj Omar. Un livre de plus de 1000 pages qu'il a écrit en 40 ans. Retenez votre souffle, je ne sais pas si vous connaissez ce livre. Et n'est-ce pas, qui n'a rien laissé. 40 ans de recherche, c'est ce qu'il a fallu à Thierno Mountaga Tall pour écrire Al-Jawahir wa Durar fi Hayat Haj Omar. Donc, Cheikh Omar Foutiyou Tall, l'article de Farah al-Sharif, qui est le 7e chapitre de l'ouvrage collectif, démontre à quel point il a fait impression partout où il a été. Et cette étudiante jordanienne qui est l'auteur de ce chapitre, en fait, qui a travaillé avec moi, a fait sa thèse sur le Kitab Rimah al-Hizb al-Rahim, ala Nuhur Hizb al-Rajim, et elle a défendu l'idée que le Kitab Rimah, le présenter tout simplement comme un commentaire du Jawahirul Ma'ani est une erreur. Le Kitab Rimah est beaucoup plus que ça. Le Kitab Rimah constitue une des
analyses les plus élaborées de la théorie de la sainteté Khatmul Wilaya dans toute l'histoire intellectuelle de l'islam. Donc Kitab Rimah, c'est beaucoup plus que ça. Et Cheikh Omar Foutiyou Tall a été formé ici, mais partout où il a été, il a stupéfait les gens par son érudition. On pourrait donner beaucoup d'autres exemples, mais en tout cas, il y a beaucoup de lettrés qui ont été formés ici et qui ont fait impression partout où ils ont été. Et en fait, il n'y a vraiment rien de surprenant à cela. Pourquoi? Parce qu'avant la colonisation, textes et lettrés circulaient sans entrave, car il n'y avait pas des frontières pour les limiter. Ensuite, le pèlerinage était associé à une tradition d'érudition. Les gens allaient faire le pèlerinage, tout comme Ibn Battuta, comme Cheikh Omar Foutiyou Tall et d'autres. Ils allaient faire le pèlerinage, mais ils séjournaient dans d'autres centres intellectuels pour écrire. Donc, les écrits circulaient dans tout l'espace du monde musulman, et particulièrement à cause du pèlerinage. Si bien que quelqu'un comme Jalaluddin Suyuti, donc, alors qu'il était vivant au VIe siècle, il a formé beaucoup de lettres de Tombouctou, et ses livres, y compris Tafsir al-Jalalayn, étaient enseignés à Tombouctou pendant sa vie. Donc, du fait qu'il n'y avait pas d'entrave à la circulation des lettres et des textes, les Africains de l'Ouest étaient à la pointe, étaient cutting edge. Ils étaient vraiment, ils étaient à la pointe, cutting edge, Ousmane. Hein? Ils étaient au sommet, ils étaient vraiment au fait du savoir, leur connaissance du savoir islamique était parfaite. Donc, première chose à clarifier, c'est que les Africains de l'Ouest ont contribué comme n'importe quel autre, comme les Berbères, les Perses et les autres, au savoir islamique. D'abord, il faut savoir que même si la langue arabe, n'est-ce pas, est née dans la péninsule arabique, le développement du savoir islamique, dans le développement de la civilisation islamique, l'essentiel des écrits en langue arabe ont été produits par des non-arabes. Alors, tout comme maintenant, il y a plus de francophones qui sont en Afrique qu'il n'y en a dans le reste du monde. Beaucoup plus qu'en France. Vous êtes d'accord? Et pourtant, le français n'était pas à l'origine une langue de l'Afrique. Donc, de la même manière, donc, la langue arabe a été une langue que beaucoup de lettrés dans tout le monde musulman ont utilisé. À ce titre, les Africains aussi y ont énormément contribué. Je pourrais donner beaucoup d'exemples, mais le temps ne le permet pas. Donc, première question, la réponse est que les Africains ont contribué à part entière, au même titre que n'importe quel peuple musulman, à la production du savoir islamique. Deuxième question. Le rapport de l'oral à l'écrit. On sait que, maintenant tout le monde sait que l'Afrique, n'est-ce pas, n'était pas seulement un continent de l'oralité. On a tous ces manuscrits qui prouvent, n'est-ce pas, largement qu'ils ont contribué à la civilisation islamique par leur écrit. Mais est-ce que cela veut dire que l'oralité n'est pas importante ou que la textualité est supérieure? Absolument pas. Et c'est une question que nous avons approfondie dans ce livre. Que des savoirs très complexes peuvent être transmis sans laisser de traces écrites, lorsqu'il s'agit particulièrement de savoirs initiatiques. Par exemple, Oulidamini Ogunaïke, qui est l'auteur du chapitre sur la philosophie au califat de Sokoto, explique qu'en fait, la philosophie était enseignée, mais comme c'était une discipline sensible, elle ne laissait pas de traces écrites et beaucoup l'enseignaient à leurs disciples de manière orale. Donc on ne peut pas penser que parce qu'il n'y a pas de texte, l'absence de texte écrit prouve qu'il y avait absence, n'est-ce pas, d'enseignement philosophique. Ensuite, si les lettrés écrivaient, l'enseignement était oral et d'ailleurs le mode le plus fiable de transmission de savoir était non pas l'écrit, mais l'enseignement oral. Pourquoi? Parce que c'était le maître qui enseignait aux disciples. Si le disciple ne comprenait pas quelque chose, s'il y avait quelque chose qui n'était pas clair, il pouvait demander, n'est-ce pas, des clarifications. Alors que des manuscrits qui sont écrits, des textes, des erreurs peuvent s'y infiltrer, donc une personne peut les lire sans forcément avoir tout saisi. Donc, il ne faut pas penser que l'oralité est inférieure à la textualité, ou que l'oralité constituait une modalité séparée et différente dans l'enseignement islamique. Les deux allaient de pair. Donc, deuxième question. Troisième question que nous avons clarifiée, c'est les
écrits en langue africaine utilisant le caractère arabe. S'agit-il simplement de textes de vulgarisation du savoir ou est-ce qu'il existe un savoir extrêmement élaboré dans ces langues? Et il y a 2 articles, n'est-ce pas, ou 2 contributions dans cet ouvrage. L'un sur le tafsir de Mohamed Dem, n'est-ce pas, Mawrid al-Dam'an fi tafsir al-Coran, donc qui est une exégèse du Coran en Wolof, qui est une littérature très élaborée, n'est-ce pas? Pas du tout quelque chose de vulgarisation. De même, il y a aussi un article sur la Pléiade mouride, ou en tout cas les grands auteurs du Wolofol mouride qui ont produit, n'est-ce pas, une poésie extrêmement élaborée dans ces langues africaines. Et il y a aussi des textes sur le Kenya, n'est-ce pas, où les auteurs ont étudié cette littérature en Swahili. En d'autres termes, il y a vraiment, les langues africaines ne sont en aucune manière inférieures. Et ça, c'est pour répondre au professeur Boubacar Bari, n'est-ce pas, qui avait posé la question de savoir, il y a quelques années, lorsque j'ai présenté Bion Timbuktu, mais et les langues africaines. Donc, on a essayé de répondre à cette question. Donc, il y a 4 chapitres qui traitent des langues africaines et de la littérature adjami élaborée en langue africaine. Donc, on ne peut pas partir alors du postulat d'une hiérarchie linguistique que l'arabe est supérieur à l'adjami. Et même, il y a beaucoup d'exégèses du Coran, et je pourrais citer celle de Cheikh Ibrahim Niass, mon grand-père, qui a fait l'exégèse en arabe et en wolof. En arabe pour les disciples arabophones et en wolof pour les wolofophones. Mais celui qui connaît les 2 langues et les écoute se rendra compte que l'un n'est pas plus élaboré que l'autre, ni du point de vue de la profondeur philosophique, de l'élaboration du lexique, etc. Donc, les langues africaines ne se situent pas dans un rapport d'infériorité par rapport à la langue arabe. Et ça aussi, c'est une question qu'on a voulu clarifier. Et enfin, donc, la dernière question, dans quelle mesure est-ce que tout ce savoir produit sur, n'est-ce pas, la bibliothèque islamique ou la contribution des lettrés musulmans peut contribuer à la pensée décoloniale ou à remettre en cause l'idée qu'avant la colonisation, il n'existait rien, ou en tout cas rien d'important? Oui, bien sûr, l'étude de l'érudition islamique, comme le montre très bien la conclusion de Ibrahim Sall, peut contribuer à faire reculer les frontières des sciences sociales et aussi de manière décisive à la pensée décoloniale. Donc voilà, résumé, l'essentiel du livre, mais avant que je ne parle, bien sûr, Pendemo, Ibrahim Sall, Cheikh Abdullah Gaïndé Fatma et Ibrahim avaient déjà résumé l'essentiel du livre. Donc, mais en tout cas, voilà quelques thèmes importants, ou ce que je voulais dire sur notre contribution.